Et bonjour! Alors, nous sommes le samedi 9 mai et on commence ensemble une nouvelle semaine de vlog. Je viens de terminer ma semaine de fou et je suis en congé malgré le fait que finalement demain c'est la fête des mères et j'ai des petits projets avec ma petite maman. Mais sinon, a priori, cette semaine, je devrais pas avoir autant d'engagement que les semaines dernières. Donc, je sais pas si ça va enfin être la bonne semaine ou mon rythme va un tout petit peu ralentir pour que je puisse plus profiter de mes lectures et des activités complémentaires. On verra. J'hésitais vraiment gros pour choisir ma prochaine lecture. Mais heureusement, je suis tombée sur un post Instagram. D'ailleurs, je sais pas quand vous allez avoir ce vlog-là, ça va faire un bout que c'est passé, mais c'est un post Instagram de A Book and a Cup. En fait, c'est des stories, je pense qu'elle fait. Puis c'est comme des espèces de petits trucs de quoi faire. C'est une story ou c'est une publication? Je me souviens plus. C'est une publication, je pense. Mais dans le fond, elle donnait des trucs sur quoi faire quand on est en panne de lecture. C'est quoi ces trucs à elle un peu, puis peut-être des livres à lire en panne de lecture. Puis une des choses qu'elle disait, c'était de ne pas forcer une lecture et de des fois relire un auteur connu, un auteur qu'on adore pour juste se remettre dedans. Puis là, moi, c'est pas que j'étais en panne de lecture, mais je viens de terminer, dans le dernier vlog, je vous en ai parlé, un des romans de Sophie Gagnon-Roberge dans sa série Petit meurtre entre amis. C'était vraiment enlevant, puis j'ai comme un peu de la misère à faire le pont vers une nouvelle lecture. Donc, c'est un peu ça, finalement, que Élise de Book and a Cup nous disait, tant qu'à juste, soit que vous arrêtez de lire pendant quelques jours, puis c'est bien correct pour juste laisser le temps de bien profiter de la lecture que vous venez de terminer, ou alors vous y allez avec une relecture qui vous met dans une espèce de mood positif, juste pour éviter un blocage. Puis là, j'en ai essayé plein ce matin, parce que j'avais quand même repris, si vous vous souvenez bien, il y a 2 vlogs, j'avais commencé, j'ai emprunté le Eric Larson, sa non-fiction qui s'appelle The Splendid and the Vile, qui est une espèce de coup d'œil sur une partie de la vie de Winston Churchill qui se situe en 1939 et 40 ou 40 et 41, je pense, quand finalement il a été désigné pour devenir premier ministre. Et c'était pendant, évidemment, la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça m'intéressait beaucoup, sauf que c'est vraiment un roman, un livre audio de 18 heures. C'est pas un roman. C'est super bien écrit, puis c'est écrit comme un roman, mais c'est pas un roman. Mais j'avais de la misère à y retourner, donc je m'étais dit, bon, après avoir terminé le Sophie Gagnon-Robert, je me suis dit, je pourrais continuer de The Splendid and the Vile, mais c'était intéressant, mais c'était comme trop lourd pour ma capacité de concentration en ce moment. Donc, je lis quand même dans mes livres ici. Ça se peut que je reprenne potentiellement la lecture. Je le remprunterai peut-être une autre fois quand je serai plus prête à consacrer ce nombre d'heures-là à cette lecture-là. Puis j'ai essayé plein d'autres choses. J'ai essayé des livres sur les livres audio qui sont sur la plateforme audio de Radio-Canada. Au cas où vous ne saviez pas, il y a quand même des livres audio qui sont là. Ce sont des livres québécois habituellement lus par soit par l'auteur ou par des comédiens ou des comédiennes québécoises. Et souvent, ça va donner des belles expériences. Puis là, j'en ai commencé. J'avais commencé, je pense, 2 livres. Ça m'a pas tant convaincue. Puis là, je me suis dit, souviens-toi, Marc-Soleil, que Élise a dit qu'on pouvait relire. Puis là, ça fait longtemps que je me suis pas. Longtemps. Ça ne pas faire si longtemps. Ça fait peut-être 2 ans. J'ai pas eu le temps de regarder. Que j'ai pas fait de relecture de Lucy Maud Montgomery parce que je me suis dit, c'est le printemps-été. Pour moi, ça évoque Lucy Maud Montgomery. J'en avais un de pas lu qui s'appelle The Blue Castle. Ça fait je sais pas combien de fois que j'essaie de le commencer. En livre audio, en livre papier. Puis, j'arrive pas à dépasser. L'héroïne a 29 ans. Je sais pas pourquoi. On dirait que je sais pas. Bref, cela aussi, je l'ai commencé. Mais là, je me suis dit, ça le fait pas. Soit que tu lis Emily of New Moon, les relectures de Emily of New Moon, je les ai moins relus, ceux-là. Ou, tout simplement, tu te retapes de façon relaxe et jusqu'à la fin de l'année, une relecture de la série des Anne. Et je pense que je vais faire ça en livre audio. La dernière fois, je pense que j'ai fait une relecture, c'était justement grâce à la plateforme audio de Radio-Canada parce qu'il y a les Anne, la maison au pignon vert, toute la série au complet qui est lue par... je pense que c'est des Bill Lynch-White qui les lit. C'est excellent d'ailleurs, c'est traduit en français, c'est vraiment excellent. La traduction d'ailleurs, c'est la traduction québécoise. Puis il me semble que c'est par Paul Daveluy. Puis il y a vraiment une grosse différence de traduction vers cette version-là. Donc c'est publié chez Québec Amérique. Il y a une grosse différence de traduction pour nous quand on habite au Québec versus la version française, même si les éditions sont super belles chez M. Toussaint Louverture. Même les traductions des fameux petits noms que
qu'Anne va donner à des lieux qui ne sont pas traduits de la même façon parce que la traduction va privilégier d'autres mots que d'autres traductions de mots qui sont utilisés en anglais. Donc, voilà. Là, je m'étais dit, je ne les réécouterai pas en traduction, je vais les écouter en langue originale. Je ne sais pas si j'ai tout déjà écouté en langue originale. Je pense que j'ai lu en langue originale plusieurs fois. Je les ai écoutés en traduction francophone québécoise. Mais je ne sais pas si j'ai tous écoutés en livre audio, version originale en anglais. Donc, je me lance donc dans le Anne, la maison Pignon Vert, donc Anne of Green Gables. Puis là, ben, je voulais juste vous montrer quelques petites éditions que j'avais. Donc, j'en ai beaucoup trop, mais j'avais celle-ci avec un jaspage qui est quand même à l'intérieur assez standard, vraiment juste format classique. J'avais celle-ci que j'aime beaucoup, qui c'est les éditions Chiltern, ouais, c'est ça. J'avais déjà un Anne Bronte dans cette édition-là. Regardez avec les marguerites, c'est vraiment trop cool. Bon, il y a la dorure. Le caractéristique de ces éditions-là, c'est que c'est du papier glacé, ce qui est un peu particulier parce que c'est super lourd. Puis je sais pas si j'aime tant ça que l'intérieur soit en papier glacé, mais par contre, l'extérieur et le fini global est super intéressant. Puis il y avait quand même cette version-ci de chez Arcturus. Arcturus, que d'habitude, j'aime pas beaucoup. Dans le sens où Arcturus, habituellement, c'est lui qui fait beaucoup de... C'est un éditeur qui fait beaucoup de versions d'éditions de classiques en format mass market, paperback ou paperback. Puis souvent, c'est pas tant de qualité, mais là, celui-là, c'était une version quand même que je trouvais intéressante. Donc, relié. C'est comme une espèce de Arcturus. Je sais pas, je vais arriver à vous. À l'intérieur, il me semble que... Oui, c'est ça. C'est intéressant parce qu'il y avait des illustrations. Je vais vous montrer. Je sais pas si je vais arriver à faire le focus, mais... Hop. Donc, je voulais juste vous les montrer. Évidemment que je ne lis pas dans ces éditions-là parce que, juste réalistement, c'est pas quelque chose qui se lit bien, sauf peut-être la petite version. Celui-là ici, c'est quand même, ça se transporte bien. Mais les autres, je vais les lire en livre audio, bien entendu, et je lis aussi sur ma liseuse. Donc, voilà. C'est donc ma relecture en cours et ça me fait vraiment du bien. D'ailleurs, j'écoute la version audio qui est disponible de façon gratuitement sur... ce qui est disponible gratuitement sur Apple Books, si jamais vous voulez, en langue originale. Et la narratrice est vraiment excellente. Je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est une narratrice quand même assez jeune. Souvent, pour les Simone Montgomery, ils vont prendre des comédiennes avec plus d'expérience. On sent dans la voix et tout. Là, on sent que la personne est assez jeune. Mais ça ne change rien à... On a un peu un préjugé de dire, ben, elle est jeune, elle n'aura peut-être pas ce qu'elle va... Mais justement, comme le côté un peu pétillant, pas un peu, mais le côté très pétillant d'Anne Shirley, ça fonctionne bien avec elle. Je trouve que son rythme de lecture est excellent. L'interprétation qu'elle fait, les émotions qu'elle fait passer, c'est vraiment bon. Donc là, écoutez, je suis dans les tout débuts. Là, Anne vient d'arriver à Green Gables, puis elle vient d'apprendre la tragédie qu'elle n'est pas un garçon. Donc, malheureusement, elle ne semble pas souhaiter, désirer où est-ce qu'elle est arrivée. Donc, ça me met toujours à l'envers à chaque fois, même si ça fait des tonnes de fois que j'ai lu l'histoire, que j'ai vu les adaptations, que je sais exactement comment ça va se passer, mais à chaque fois, je me dis, mon Dieu, pauvre petit cœur. Elle arrive là-bas, elle a tellement le goût de enfin se faire accepter. Une orpheline qui s'est juste fait promener d'une place à l'autre dans des endroits assez sordides, puis qu'elle arrive là, puis que finalement, la première chose qu'elle sait, c'est que comme elle n'est pas un garçon, ils vont pas la prendre. Donc, ça me fend le cœur. Bref, je vais continuer ma lecture. Alors, ben écoutez, sur ce long segment finalement de début, on va lancer ça, ce vlog-là. Alors, c'est parti!
Hey, coucou vous autres. Alors, on est le lundi 12 mai et on s'est pas repris depuis que j'ai ouvert le vlog samedi dernier parce que si j'étais super enthousiaste samedi après-midi, ben finalement, même si en soirée j'ai été capable d'aller faire une petite sortie culturelle assez, pas hétéroclite, assez audacieuse, comme vous avez pu le voir, ben malheureusement, j'ai été terrassée par une migraine avec plein de symptômes. Moi, dans mon cas, ça implique des étourdissements solides, ce qui fait que j'ai malheureusement pas pu faire ce que je voulais faire avec ma petite maman pour la fête des mères. J'ai été obligée d'être en repos forcé et je le suis encore aujourd'hui. Donc, bon, je vous disais dans les autres derniers vlogs que fallait que je trouve une manière de gérer mon temps autrement. Je pense que mon corps m'envoie un signe clair. Et ben, malheureusement, dans ces moments-là, je peux me reposer, mais quand je suis dans ce type de symptomatologie, de symptômes associés-là à mes migraines, ben, en fait, tout ce que je peux faire, c'est rester le plus stable possible. Pas trop me concentrer en penchant la tête ou en regardant la télévision, pas nécessairement lire, pas nécessairement faire de loisirs créatifs parce que dès que je concentre mon regard, ça accentue des symptômes. Bref, ça me laisse les livres audio. C'est pas mal ça. Fait que c'est ça, mais bon, écoutez, je vais prendre les choses comme elles vont. Heureusement que j'avais entamé le fameux Anne of Green Gables en livre audio. Je l'ai pas beaucoup avancé parce que hier, c'est vraiment aigu comme symptôme, mais aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je me suis levée du bon pied, là, ça commence tranquillement à moins bien s'enligner, mais bon, il faut prendre ça un bout à la fois, un moment à la fois, hein, c'est la vie. Il faut juste que je me prenne soin, même si ça se dit pas, mais il faut que je me prenne soin. Alors, oui, je retrouve avec plaisir Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery. C'est un livre, bien sûr, que j'ai tellement lu souvent, donc je connais vraiment l'histoire, mais comme je vous expliquais en début de vlog, je me sens toujours autant interpellée par les émotions. Ça s'altère pas avec le temps, ma réaction aux émotions évoquées, aux émotions d'Anne, surtout dans ses débuts. Je me sens toujours autant... Ah, pauvre petite cocotte. En même temps, autant pauvre petite cocotte, parce qu'on a le goût de la serrer dans nos bras, autant, mais quelle richesse a cette âme d'enfant, cette âme dans ce corps d'enfant-là, c'est fou son imaginaire. Puis, avec la narratrice, comme je vous disais, qui est là, elle réussit vraiment bien à rendre le côté volubile d'Anne, qui est comme sans arrêt. Quand on se lit à nous-mêmes, on se fait des pauses, mais dans le texte, c'est vraiment écrit sans arrêt. Puis, au départ, on a l'impression que, bon, Mahilla Cuthbert puis les autres trouvent toujours que Anne parle trop. Puis à l'époque, c'était vraiment, évidemment, les enfants, on n'était pas censé les entendre, on était censé juste les voir de loin, puis il fallait qu'ils soient bien sages. Mais c'est vrai que dès le départ, l'autrice, Lucy Maud Montgomery, réussit vraiment à nous créer un rythme propre à la voix d'Anne, qui est juste sans arrêt. Elle est émerveillée à tout instant, puis elle nous le partage en temps réel. Puis c'est vrai que c'est à la limite étourdissant. Puis là, je dis ça en tant que volubile moi-même, mais à l'entendre, c'est vraiment... Cette narratrice-là a su vraiment bien le doser. C'est entier, c'est sans arrêt, mais c'est pas précipité. Donc, c'est vraiment, pour être quelqu'un de volubile, ça représente exactement ce que c'est d'être quelqu'un de volubile. Donc, on n'est pas nécessairement quelqu'un qui a l'impression de ne pas prendre son souffle. C'est juste que les idées se bousculent tellement vite dans le cerveau. Les stimuli provoquent tellement de réflexion ou bon, je sais pas trop, d'intervention possible à faire que c'est juste sans arrêt. Donc, pour l'interlocuteur, c'est sûr que c'est pas particulièrement évident. Donc, c'est le fun quand on fait des relectures parce que je vais focuser sur des choses vraiment différentes de ce sur quoi j'ai déjà focusé dans le passé. Pour moi, c'est vraiment une relecture doudou, mais dans le fond, c'est ça, j'avais lancé ça à la cantonade de me dire que je pourrais potentiellement terminer, en fait, relire les Anne à raison de à raison de jusqu'à la fin de l'année. Puis dans le fond, c'est vrai, il y a 8 tomes, si je me souviens bien. Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il y a 8 tomes dans la série des Anne. Puis ça me ferait techniquement un par mois. Donc, j'ai envie de le faire. J'ai vérifié en plus hier mes relectures de la version audio française qui était sur Audio, la plateforme d'Audio-Radio-Canada. Elle date de 2022, donc ça fait quand même 4 ans. Et puis que je suis bien heureuse. J'ai relu Ria of Ingleside plus souvent, mais les autres, je ne les ai pas relus. Puis je ne les ai pas réécoutés en livre audio original, comme je vous disais. Je les ai lus en version originale, mais je ne les ai pas écoutés, donc ça serait le fun. Pour moi, ce serait une nouveauté. Donc peut-être que je me ferais un Agatha Christie et un Anne par mois jusqu'à la fin de l'année. Des fois, je me dis toujours, j'ai pas tant le temps de faire des relectures, mais c'est intéressant, les relectures.
dans le sens où ça m'amène, comme je vous disais, à me concentrer sur d'autres choses que juste, disons, l'intrigue, qu'est-ce qui va se passer. Évidemment que la place aux émotions est encore là. Des fois, c'est un risque parce qu'on connaît bien qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'il y a des choses qu'on sait où ça s'en va, puis qu'on a peut-être moins le goût d'y retourner quand c'est des moments qui nous plaisent moins, mais en même temps, je trouve que ça nous permet de, comme je vous dis, de découvrir d'autres choses, que comme maintenant, on n'est plus happé par la partie principale nécessairement du roman, mais justement, on arrive potentiellement à noter puis à apprécier. Donc, voilà. Et sinon, puis j'essaie de faire un segment court parce que voyez-vous, je me concentre sur vous, puis ça se symptomatise en ce moment pour moi. Techniquement, j'ai vu que j'avais un livre qui était pour être, qui devait être rendu à la bibliothèque, mais une bibliothèque malheureusement qui est assez loin de chez moi. Puis il est dû pour demain. J'ai aucune idée si je suis capable de faire le trajet pour me rendre. En tout cas, je me dis, je vais au moins le lire si je suis capable. Pour potentiellement, si jamais mon conjoint passe par là, peut-être, ou je sais pas trop. Peut-être que dans l'après-midi, ça va aller mieux aussi. C'est des romans graphiques. En fait, j'avais emprunté un roman graphique. C'est une suite de séries qui s'appelle Dans la tête de Sherlock Holmes. Donc, je vais essayer de vous le mettre sans trop de reflets, comme ceci. Donc, Dans la tête de Sherlock Holmes, c'est adapté des textes de Sir Arthur Conan Doyle. C'est adapté par Cyril Liéron et Benoît Dahan. C'est publié chez Ankama. Et là, c'est le tome 3 de la série, mais en fait, c'est des cycles de 2 tomes. Dans le fond, chaque histoire adaptée fait 2 tomes. Donc, j'avais lu les 2 premiers tomes qui composaient une histoire. Dans celui-ci, c'est le premier tome de la seconde histoire qui s'intitule Le cauchemar du Lorletan. Et bien, juste pour vous montrer, j'imagine que je l'ai déjà présenté, mais le principe de Dans la tête de Sherlock Holmes, c'est qu'on est réellement dans la tête de Sherlock Holmes. Donc, ça ressemble à ça. C'est très chargé, mais c'est super intéressant. Donc, on est dans la tête de Sherlock Holmes pendant ses élucubrations, ses déductions. Il y a un gros travail, comme vous allez pouvoir, de conception, de découpage, en fait. On a à la fois des pleines pages plus traditionnelles, des pages à cases, mais on a aussi des pages où on doit suivre le mouvement du raisonnement, littéralement, comme dans cette page-ci, par exemple. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais le train commence en haut et les bulles, on doit les suivre à cet ordre-là. Donc, ça m'a toujours plu, ces bandes dessinées-là. Mais j'ai jamais trouvé ça évident de les lire parce que c'est chargé. Mais c'est comme si, pour moi, c'est un bémol, mais en même temps, c'est la chose qui fait que j'y retourne, donc c'est un peu particulier. Là, malheureusement, c'était pas la meilleure journée pour moi parce que ça demande beaucoup de concentration visuelle. Puis en ce moment, c'est ça que j'ai de la misère à faire. Fait que je vais voir, est-ce que j'essaie de le lire ce matin, quitte à le lire en petits morceaux. Je vais voir. Sinon, ben écoutez, si je le lis pas, je le rapporterai puis je le remprunterai une autre fois. C'est juste que c'était une nouveauté puis j'avais vraiment envie de le lire. Puis j'avais aussi emprunté une suite de séries que j'avais déjà commencé. Ça, dans les BD, ça c'est très une page un gag ou 3 pages un gag, entre guillemets. C'est une suite qui sont en fait, je vais dire, ce sont des BD dans la série qui vont explorer l'univers des contes. Et ça s'intitule Les racontages de Monsieur Perrault. C'est fait par Pog et Léon chez Dargaud. Ça fonctionne comme ça. C'est saisonnier, donc il y en a un recueil par saison. Celui-ci, c'est celui du printemps. Je pense bien. Oui, Pensée de printemps. Et dans le fond, on va se trouver dans la classe de M. Perrault, donc l'instituteur. Et à chaque fois, on va avoir des événements, des petites historiettes qui vont être mises comme si c'était un devoir au tableau un peu. Et puis, on va suivre les différents personnages. Donc, par exemple, ça, c'est... Je ne sais pas si vous voyez, la petite grenouille, c'est le titre de l'histoire, elle fait 2-3 pages. Et les personnages qu'on va suivre, ce sont ceux-ci. Donc, c'est bien entendu des références directes aux personnages des contes, mais vraiment en mode adapté. Elle disait les pretzels, Greta, plutôt que le petit chaperon rouge. Les 3 petits cochons, il y a qui pue, qui bave et qui pète. La petite fille aux allumettes, c'est Flamèche. Bon, enfin bref. Donc ça, c'est vraiment rigolo. Celui-là, j'aurais aimé ça pouvoir le lire parce que j'aurais été à jour dans la série, mais si mon état me le permet pas, je vais peut-être plus me concentrer sur le Sherlock Holmes. Puis au pire, celui-là, je le rapporterai, puis c'est tout. On verra. Donc, je vais voir comment ça va aller. Je vais mettre fin à ce petit segment-là, mais au moins, vous savez où j'en suis. Vous savez pourquoi j'ai pas tant varié les activités, parce que, bon, ben, il faut que je prenne soin de moi. Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est la vie. Donc, ben, on se reprend quand je peux. Peut-être que ce seront des lectures différentes cette semaine, étant donné mon état. Donc, il va sans doute avoir le Anne of Green Gables en arrière-fond. Puis peut-être que ce sera plus graphique, je vais voir. Graphique, peut-être
courte lecture. Je viens justement de voir passer que Sophie.ca, Sophie Gagnon-Roberge, a fait une petite capsule recension pour une lecture. Le dernier roman d'Olivier Simard, qui est un roman pour adultes, mais elle dit que c'est un roman qui est à hauteur d'enfant de 9 ans, mais c'est des choses assez particulières, assez rudes, mais vraiment bien faites. C'est une petite plaquette, puis je l'avais vu passer. J'en ai fait l'acquisition pour la Bibli parce que c'est un auteur dont je reconnais en fait la qualité et tout, mais j'ai juste pas eu l'opportunité de le lire, donc je me dis peut-être que celui-là, je vais voir. Je pense pas qu'il est en audio, mais si je l'ai en numérique, peut-être que je peux mettre un peu en lecture d'accompagnement. Ça pourrait être une option dans le fond, comme possibilité. Peut-être que ce sera plus ce genre de lecture-là, mais je vous promets rien. Vous allez avoir vraiment eu comme un printemps un peu... ben, c'est pour travailler votre adaptabilité. J'ai un petit peu moins de lecture par mois, parce que c'est ça. Ben, au moins, ça représente la vie aussi de tout le monde, parce que je suis occupée. Puis là, ben, je pense que mon corps commence à être vraiment fatigué, donc ben, il faut l'écouter dans ce temps-là. Donc, écoutez, ce sera toujours aussi éclectique, mais peut-être que vous allez avoir plus des lectures courtes. Puis peut-être que ça va aussi faire votre affaire, parce que votre quotidien est aussi roulé roulant que le mien, mais bref. Alors, on se revoit dès que je peux. À tantôt! Rebonjour, alors on est toujours le lundi 12 mai et j'ai réussi malgré tout à lire le premier tome de la duologie autour du titre le cauchemar du Loch Léatan ou Leathan, je sais pas, Leathan peut-être. Donc Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Liron et Benoît Dahan chez Ankama. Et c'est un tome 1 de 2 et comme toutes les enquêtes qui sont dans cette série-là. Habituellement, le tome 1, ça représente, en tout cas dans celui-là, c'est très clairement ça. Ça représente la partie où on a, disons, la situation initiale, les premiers indices, les premières rencontres de Sherlock Holmes et Watson avec les personnages impliqués et les analyses qui en découlent, les déductions et tout ça. Mais on n'est pas encore rendu à la partie où les choses déboulent, où il peut se repasser d'autres péripéties décisives et tout ça. Donc, c'est super intéressant, mais on reste sur notre fin parce que c'est un tome 1 sur 2. Puis là, je ne sais pas exactement comment ça va se finir. J'apprécie toujours autant ces BD-là. Puis j'ai toujours une relation aussi ambivalente par rapport à ça. Parce que cette fois-ci, j'ai vraiment suivi le sens de lecture qui change à toutes les pages et non pas à toutes les doubles pages. Donc, c'est particulier quand même. Donc, le sens de lecture au niveau de la composition graphique et du découpage, je l'ai suivi parce qu'il met toujours un petit fil rouge. Puis, si on suit vraiment, on est capable de jamais avoir l'impression qu'on a lu peut-être la mauvaise case au mauvais moment. Donc, je l'ai suivi avec rigueur, lenteur et j'en ai profité. Vraiment comme si, en effet, j'étais dans la tête de Sherlock Holmes. Et ça m'a moins fait l'effet que j'étais perdue un peu dans les premiers tomes. La première aventure, en fait, qui était en 2 tomes, j'avais vraiment apprécié. J'avais apprécié ces visuels-là, le travail minutieux et inspirant de détails, de liens, de cause à effet, de rebondissements, d'interactions avec le lecteur. Il y a des fois, on nous demande de, par exemple, replier doucement les pages pour que ça crée un effet visuel puis qu'on voit potentiellement certains indices autrement. Donc, ce travail-là est toujours absolument phénoménal. Je peux pas qualifier ça autrement que phénoménal. Il y a un travail d'orfèvre, il y a un soin particulier, une minutie dans les détails. En même temps, c'est quand même assez dynamique, c'est assez attrayant. Désolée pour le fond sonore. Ah, non, j'ai grand peur. Bon. Donc, je disais, minutie, c'est super attrayant et tout, mais ça demande vraiment, vraiment beaucoup d'attention. Ça demande beaucoup plus d'attention que quand je lis une nouvelle de Sherlock Holmes. Mais c'est un... Puis on sent les rouages. C'est peut-être ça, dans le fond, qui crée l'espèce de détachement que je ressens quand je lis cette BD-là. Puis qui fait que je ne sais pas si je suis en mode coup de cœur ou en mode j'aime vraiment ça, mais
parce que dans le fond, c'est un roman, une adaptation qui nous propose l'angle des rouages. Donc, l'angle des rouages du cerveau de Sherlock Holmes, mais donc indirectement, pas totalement, mais en partie l'angle des rouages aussi de la rédaction de l'intrigue. Donc, c'est une super BD, justement, si on veut potentiellement étudier un peu à quel point tous les éléments du récit peuvent avoir un impact dans le déroulement de l'intrigue, particulièrement dans un Sherlock Holmes. S'il nous manque des bouts, ce rouage-là qui nous montre va avoir des ratés, c'est sûr et certain. Donc, ça donne cette espèce d'image-là. Ça nous permet d'avoir l'impression d'être un génie le temps qu'on suit le raisonnement de Sherlock Holmes. Et bien sûr, on a toujours le fameux Watson pour nous rassurer un peu l'ego quand on sent qu'on n'a rien compris, mais que Watson non plus. Donc, évidemment, comme c'est des Sherlock Holmes, c'est quand même codé. C'est quand même des courtes histoires de Sherlock Holmes, donc ça ne réinvente pas la roue du Sherlock Holmes. Ça ne réinvente pas nécessairement la roue de l'intrigue. C'est assez typique. On est là-dedans, on est dans le surnaturel potentiellement. Donc, on est vraiment dans un village. D'ailleurs, tantôt, j'ai oublié de vous lire la 4e de couverture. Je ne sais pas ce que ça disait. Oui, je vais vous le lire. Une lettre insensée inquiète Sherlock Holmes et le docteur Watson au point d'entreprendre un voyage dans l'Écosse profonde. Les murmures des villageois évoquent une malédiction. Mais la superstition, grande ennemie du limier de Londres, n'est pas la pire chose à craindre au Loch Lytton. Dans les écrits de Conan Doyle, Watson n'a pu dépeindre que la face émergée de Sherlock Holmes. Mais dans cette enquête inédite, nous pénétrons visuellement le mental du détective le long du fil de son raisonnement et à travers l'architecture de son monde interdit. Donc, ça dit tout. On est vraiment dans un univers... on est sur l'île de Skye, en Écosse, dans une ambiance petit village où les croyances et les superstitions ont beaucoup de prise. On est vraiment dans un environnement potentiellement aride, sur une île insulaire. Des fois, ben, même au niveau météorologique, c'est pas évident. Il y a potentiellement beaucoup de choses qui peuvent se passer qu'on n'arrive pas à expliquer, donc ça donne un peu plus de place justement aux croyances. Évidemment que Sherlock Holmes et Monsieur, ça n'existe pas, tout est inexplicable, mais Watson n'est pas à ce point-là. Plus impressionnable. Puis, ben, dans le fond, Sherlock Holmes va arriver là en mode stratégie, pas nécessairement en mode bulldozer en disant qu'il n'y a rien qui peut exister de tout ce que les gens croient comme superstition, mais plus en mode ben, factuel. Il arrive là-bas parce qu'il y a une lettre qui l'avertit qu'il se passait des choses, que ça pouvait pas avoir plusieurs victimes. Puis quand il arrive là-bas, il y a déjà un mort par noyade, mais ça n'a pas l'air nécessairement relié à quoi que ce soit. Puis plus ça va, puis plus avec Watson, ils vont découvrir que il semble avoir quelque chose qui est relié aux chevaux, à l'élevage des chevaux. Ils sont réputés pour être super bons à cet endroit-là pour élever les chevaux. Mais ça a l'air vraiment louche. Puis plus ça va, plus on entre dans le côté sombre de l'humain. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Comme je vous dis, je pense que ces BD-là, il faut vraiment que j'attende que le 2e tome sorte pour les lire d'une traite parce que, comme là, cette partie-là est vraiment plus analytique, même si c'est ça le but, mais qu'on n'a pas la petite partie, justement, que les choses déboulent puis qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. Je me sens un peu moins attachée, dans le fond, au personnage, mais en même temps, je suis toujours absolument flabbergastée, absolument ébahie devant le travail qui a été fourni de narration visuelle. Je suis sans moi à chaque fois. Ça me donne toujours envie d'avoir les BD. À chaque fois, je le dis. À chaque fois, je me dis, je vais acheter ces BD-là pour les avoir à la maison, pour pouvoir les relire éventuellement. Mais il faut vraiment accepter de se laisser forcer un cours de pensée, un cours de lecture. C'est peut-être pas la chose avec laquelle je suis la plus habituée ou la plus à l'aise. J'ai pas de problème avec les romans graphiques qui nous donnent évidemment un découpage. Donc, on suit nécessairement une forme de lecture forcée, comme dans un livre. Mais dans celui-là, c'est sûr qu'on va suivre un cours de pensée qui n'est pas le nôtre, donc qui est plus en circonvolution, en lien, puis ben, visuellement, ça s'exprime, puis c'est déroutant. Mais je demeure toujours, comme je vous dis, aussi convaincue que je vais aller le suivant. Donc, si vous ne connaissez pas encore cette série-là, je vous les suggère. Asseyez-vous bien tranquillement quand vous les lisez, puis allez-y vraiment en diptyque, parce que ben, c'est un petit peu choquant de terminer. C'est un petit peu décevant, pas choquant, c'est un petit peu décevant de terminer à la fin de tome 1, puis le tome 2 n'est pas encore annoncé même, donc ça se peut que ça prenne vraiment du temps. C'est assez long avant qu'il paraisse, mais genre, on le comprend, je vous ai montré des images tantôt. Imaginez le temps que ça prend à scénariser, découper, faire les choix visuels, faire la composition graphique, ça doit être incroyablement long, donc je comprends. Mais voilà, donc je vous le suggère. Mais à chaque fois, comme je vous dis, je reste toujours comme
heureuse de l'avoir lu. En même temps, ça me demande vraiment beaucoup d'attention. Mais tout ce que ça donne le goût, c'est de le relire pour essayer de voir s'il n'y a pas des choses que j'ai pas manquées, que j'ai manquées dans les détails. Après, ben, pour le type de public, c'est sûr que, a priori, comme c'est une BD avec un peu de l'interactivité, on suit un cours de pensée. Souvent, peut-être, les préjugés vont faire en sorte qu'on a l'impression que c'est vraiment du jeunesse. Mais je suis pas sûre. Je le mettrais en adulte parce que ça demeure des intrigues de Sherlock Holmes. Ou alors en ado, disons, plus en ado. Minimum ado-adulte. Juste parce que, bon, c'est pas absolument graphique, mais ça reste quand même assez sombre. Absolument, c'est quand même des meurtres. Fait que je vous dirais, peut-être qu'un jeune pourrait lire ça à partir de peut-être 9 ans s'il est vraiment à l'aise, mais ça demeure quand même des sujets super sombres qui sont évoqués. Mais pourquoi pas? Quelqu'un qui est à l'aise avec ça, que ça ne dérange pas de sortir des sentiers battus pour le décodage en fait des BD. Peut-être même que les gens qui ont tendance à aimer les mangas vont être à l'aise avec ça parce qu'évidemment que les mangas, quand c'est en sens de lecture japonais, déjà ça nous fait un défi. Cela dit, les mangas, le sens de lecture est comme stable, entre guillemets. C'est prévisible. Dans celui-ci, il est imprévisible. Il faut quand même être d'accord avec ça. Mais vraiment, ça vaut la peine. J'imagine qu'en classe, ça peut être cool. Peut-être à partir du 3e cycle du primaire, peut-être, dépendant de si vous l'avez lu. Dans celui-là, à date, à part le fait que ça évoque des superstitions, ça va. Je veux dire, en 5e année, on est capable de gérer ça quand même. Là, mais je veux dire, mais sinon, même secondaire 1, 2, nous permettent d'aller au-delà, en fait, de se dire que oui, ça a été écrit, dans le fond, au 19e. En tout cas, ça se passe au 19e siècle. Je me souviens plus à quelle année il l'a écrit, Conan Doyle, mais il me semble que c'était ça. C'est dans le temps où, justement, il y avait un essor de la science, mais aussi un essor de tout ce qui est science occulte. Je vais juste voir si ils nous disent première édition. Blablabla. Bla, bla. Ça, c'est des cartes. Ils ne nous mettent pas d'après Sir Arthur Conan Doyle, mais à moins qu'il y ait juste. Ça soit juste inspiré d'une œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, peut-être. Bref, en général, le Sherlock Holmes demeure. Les Sherlock Holmes demeurent quand même un texte qui est écrit à l'ancienne, avec peut-être des formules traditionnelles, des conventions sociales de l'époque. Donc, c'est intéressant justement de partir de ça pour extrapoler justement d'autres apprentissages. Fait que c'est sûr que pour ça, que ce soit en classe ou juste pour des jeunes curieux, ça peut être intéressant. Puis de peut-être après ça faire le pont sur les textes suivis pour voir si leur ressenti est différent ou pas. J'imagine que oui. Fait que voilà. Fait que bien contente, je l'ai terminé. Écoutez, je m'essaie. Je vais essayer d'aller le porter à la bibliothèque. Habituellement, quand je fais des sorties comme ça, je vais à la bibliothèque, je regarde, des fois je vais en librairie, mais là, je ne vais pas pousser le bouchon déjà que ça me fait pas mal de trajets à faire, mais j'aimerais ça tester parce que techniquement, demain, si ça va mieux, je devrais retourner travailler, donc il faudrait que je vois si je suis capable de faire des trajets pour me rendre au travail. Donc, je l'essaie. Au mieux, je me rends, ça va bien. Au pire, je reviens sur mes pas. C'est pas grave. Donc, je tiendrai au courant dépendant de comment la journée se passe. Finalement, pour les racontages de M. Perrault, même si c'est vraiment rigolo, je pense que je vais le rapporter sans l'avoir lu parce que je suis moins dans le mood. Puis là, comme je ne vais pas forcer justement ma lecture, je me suis concentrée plus sur celui qui était pressant, que je ne fais pas renouveler. Fait que celui-là, je vais le rapporter, les racontages de M. Perrault, puis au pire, je le remprunterai quand je veux le lire. Donc, à plus tard. Bonjour, alors toujours lundi 12 mai et j'ai fini. J'ai réussi à aller à la bibliothèque. J'ai pris ça mollo. Puis là-bas, j'ai un petit peu exploré. C'est une bibliothèque où je vais moins souvent, c'est la bibliothèque L'Acadie. J'ai juste pu vous prendre un petit peu l'intérieur. J'ai pas pu m'attarder. Il y avait quand même beaucoup de monde. Puis il y a une sélection vraiment plus restreinte. Ça ressemble plus à une sélection de bibliothèque de village, disons. Mais ça fait partie quand même du grand réseau des bibliothèques de Saint-Jean où je vais habituellement. Donc, j'ai rapporté mes livres et j'ai pas pu résister à un album que je savais qu'il était sorti depuis peu, pardon. Je l'ai acheté aussi pour la bibliothèque. Je l'avais feuilleté, mais je l'ai pas lu au complet, donc je l'ai emprunté. Et c'est le tout nouveau Orbi, donc à l'envers, bien indiqué comme ça. Orbi, d'Orbi, en fait, chez les 400 coups. Orbi, qui est une créatrice que j'adore. Et dans ce cas-ci, ça dit à l'arrière, Alphonse est un peu bordélique. Dans sa maison, il y a des choses qui traînent partout. Il s'y retrouve bien et il aime ça comme ça. Mais un jour, il bascule sur une traînerie et tombe la tête dans un verre.
Alors, bon, comme d'habitude avec Orbi, on est toujours dans des propositions absolument déjantées. Ben là, dans ce cas-ci, je pense que c'est vraiment, je sais pas si c'est considéré comme un roman graphique. Il considère que c'est un album, mais il est quand même assez chargé. Puis il y a un découpage de roman graphique, je pense. Parce que regardez un peu à l'intérieur. Il y a des pages comme ça, mais il y a aussi des pages un petit peu plus... il n'y a pas vraiment beaucoup de pages qui sont de type album. Dès le départ, on commence avec un découpage de roman graphique. Mais dans le fond, c'est ça. Ce que j'aime d'Orbi, c'est que c'est vraiment le côté... son humour, son imagination, le côté absolument rigolo et délicieux de ces personnages qui sont à la plupart du temps des anti-héros, mais qui nous proposent absolument des histoires assez touchantes. Donc, j'ai bien hâte de lire celui-là. Et ben j'ai reçu, encore une fois, là, j'ai toujours pas lu, là, je pense que là, je pourrais pas vraiment je pourrais pas vraiment attendre plus longtemps, je pense que je suis rendue au 5e, mais le 5e volet de mon fameux Snail Mail, donc qui est le Brambleton Snail Mail Club. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Je suis rendue bonne maintenant. Alors, attention à ceux qui sont abonnés parce que je l'ouvre maintenant. Ah, cute. Donc, il y a des nouvelles variétés de possibilités. Donc, on a toujours la possibilité d'écouter les chapitres en livre audio. C'est vrai que j'oublie toujours que je peux les écouter en livre audio. Donc, je pourrais potentiellement toutes les écouter en audio aussi. Donc, un des premiers petits cadeaux ici, c'est un autocollant. Donc, un personnage, mais sous forme d'autocollant. On a encore une fois... Ah ben c'est le même personnage. Donc, il s'appelle Algernon Slightwick. Mais qu'on a aussi en autocollant. On a un nouveau lieu qui est un salon de thé qui s'appelle visiblement The Silver Teapot. Trop cool. Et évidemment, le chapitre 5. Voilà. Alors, bon, je me cherchais justement une petite boîte dans laquelle j'allais mettre mes correspondances. Je cherchais une boîte dans laquelle il allait avoir des enveloppes de ce format-là qui allait pouvoir rentrer. C'est format légal. Je sais pas c'est quoi le format. Puis j'ai pas trouvé pour le moment, mais je vais peut-être en trouver. Je sais que techniquement, à la fin, à moins que le projet lâche avant la fin, mais on est censé avoir la version, en fait, rassemblée de ce roman feuilleton-là sous forme de livre relié. Mais j'aimerais quand même ça me trouver peut-être quelque chose dans quoi les mettre. Donc, je sais pas quoi. Je sais pas si ça me prendrait une boîte dans laquelle je mets toutes les enveloppes, ça fait par chapitre, ou une boîte dans laquelle j'ai les chapitres que je rassemble ensemble, tout ce qui est cartons qui sont liés à l'univers et tout ça. Donc, je sais pas trop encore, mais voilà. Alors, je vais m'y mettre. Il faudrait que je m'y mette cette semaine. Je vais peut-être me lancer là-dedans pour vous, juste pour vous, parce que je suis comme ça, tellement généreuse. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je continue toujours l'écoute de mon Anne of Green Gables. On est rendu dans la partie où il y a le malentendu où Diana est allée prendre le thé à Green Gables et malheureusement, elle a pris ce qu'elle pensait être du Raspberry Cordial, mais ça s'est avéré être du vin de Currant. Je ne sais plus c'est quoi en français. Et bien, malheureusement, elle est revenue à la maison saoule. Mais évidemment qu'à l'époque, non seulement c'était affreux de revenir seule à la maison, quand on est une femme, encore plus. Quand on est une jeune fille, encore plus. Et là, c'était Anne, malheureusement pour elle, qui s'occupait de cette réception-là. Puis elle a juste pas réalisé que c'est la mauvaise bouteille. Donc, encore une fois, je suis encore prise dans mes moments de... Là, dans le fond, on est dans le moment où la mère de Diana, elle a comme overreact, puis elle dit « Je vais plus jamais permettre à Anne d'être amie avec ma fille. » Donc, voilà. Mais c'est vraiment bon. En même temps, on dirait qu'à chaque fois que je sais qu'est-ce qui va se passer, fait que là, je suis comme « Oh non, je vais pas écouter ce bout-là. » Mais en même temps, la narratrice est tellement bonne, puis ça se résout, là. C'est du Anne of Green Gables, mais... ça me rend heureuse, ça me rend heureuse. Alors, rendez-vous une prochaine journée cette semaine, j'ai aucune idée quand, pour la suite de mes lectures.
Trois quarts d'un cotard de Vallée d'Épines et de Rose, et j'ai lu la trilogie entière de Crescent City. Et je trouve qu'elle a certains travers avec ses personnages où des fois elle veut trop montrer combien ils sont spéciaux, combien ils sont forts, comment ils puisent en eux. Et ok, c'est bien, c'est intéressant, mais parfois c'est trop. Et avoir tout un chapitre sur comment le personnage accueille son pouvoir et comment en fait elle est brisée par la vie, mais elle cherche la force en elle. C'est trop dramatique en fait. Voilà. Bonjour vous autres. Alors on est le mercredi 13 mai. Je me souviens plus. Oui, oui. Et ben ça, fin d'après-midi, post-boulot. Il a l'air à faire vraiment sombre, peut-être, sans doute que vous allez voir que l'éclairage est un peu boboche, mais je sais pas, c'est la pluie qui a recommencé, donc la luminosité est comme à moins 1000, mais il n'est pas si tard que ça quand même. Je vous prends juste rapidement parce que, bon, j'ai terminé finalement la relecture, donc la réécoute de Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery en version originale anglaise avec une narratrice qui s'appelle Kay Denino, je me souviens plus, et qui était excellente. Ça m'a permis de, comme j'avais prévu, redécouvrir des pans de Anne, comme ça me tentait bien de pouvoir le vivre. J'ai pu apprécier encore plus la plume de Lucy Maud Montgomery. Comme je vous dis, je les ai lus en langue originale, mais avec cette narratrice-là qui mettait vraiment... elle apportait une certaine légèreté à tout ce qui pouvait être un petit peu plus fleuri dans l'écriture de Lucy Maud Montgomery, puis vraiment une fraîcheur spontanée dans le personnage d'Anne. C'était excellent. Donc vraiment, ça m'a plu. Si jamais vous voulez peut-être tester un livre audio en anglais, évidemment, il faut quand même que vous compreniez l'anglais parce que le livre audio, c'est quand même, disons, une deuxième étape, là, si jamais vous n'avez jamais lu en anglais, si vous avez jamais lu en anglais, c'est peut-être pas la meilleure chose de commencer par ça, mais si vous lisez en anglais, vous avez quand même un certain niveau, mais pas trop, pas obligé d'avoir un niveau si élevé, comme c'est quand même un roman qui propose une structure répétitive, qui est toujours un peu dans le dilemme de savoir on le classe dans quoi. Il est souvent proposé comme un roman jeunesse parce qu'on va bien entendu suivre le personnage d'Anne à partir dans celui-ci de 11 ans à 16 ans ou 17 ans. Mais bon, c'est les 11 ans à 16 ans de l'époque. Donc, je vous rappelle que souvent à 16 ans, les femmes étaient mariées. Donc, on s'entend que oui, ça va être son adolescence, mais il n'y avait pas vraiment d'adolescence à cette époque-là. Ça va être son passage à l'âge adulte. Donc, c'est mis en jeunesse parce que c'est des, entre guillemets, historiette chapitre par chapitre. Donc, c'est vraiment une structure, si vous ne connaissez pas Anne, la maison Punivert. Puis j'ai oublié de vous dire que j'allais vraiment comme vous divulgacher des affaires importantes potentiellement en parlant. Au pire, je vais peut-être mettre une petite insertion là, avant que je commence à vous en parler au cas où, parce que, tu sais, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais encore lu Anne of Green Gables. Donc, la structure narrative est une structure répétitive, une structure aisée, une structure un peu feuilleton. C'est vraiment des bribes de quotidien d'Anne qu'on va suivre. Puis bien sûr, avec toutes ces grandes joies, ces grandes déceptions, ces grands espoirs, ces grandes peines de cette jeune fille-là qui a eu un passé vraiment pas facile, mais qui finalement a vraiment croisé les bonnes personnes au détour d'un chemin qu'elle pensait vraiment pas qu'elle allait éventuellement l'amener vers une clairière. Et ben, dans le fond, ça va être avec toute l'intensité qu'Anne peut avoir. Ça va absolument bien correspondre au fait qu'on a son âge adolescent, parce que c'est l'âge où, de toute façon, nous, on sait que... excusez-moi, j'ai un poil de chat. Que nous, on sait en fait que, bon, avec les hormones et tout ça, on est dans l'intensité des émotions, mais ben, de toute façon, Anne, c'est son tempérament, donc ça fit. C'est pour ça que je vous disais juste, est-ce que c'est du jeunesse ou pas? J'aurais tendance à dire que pour moi, c'est plus du sans-âge. Faut quand même avoir le goût de se mettre dans la peau d'une jeune fille de cet âge-là à l'époque. Mais c'est quand même des bons questionnements. Il y a de la candeur, il y a de la naïveté même par moment, mais c'est quand même pas un personnage qui a rien vécu avant. C'est pas un personnage qui ne va rien vivre non plus. Il y a quand même des choses assez vraiment pas évidentes. C'est spécial parce que ça couvre quand même 5 ans, ce roman-là. C'est assez impressionnant. Puis après ça, pour les autres romans d'Anne, ça va aller un petit peu plus par des sections. Ben non, c'est toujours pas mal des sections de 4-5 ans. Donc, c'est assez impressionnant ce qu'elle a réussi à couvrir comme étape de la vie, comme évolution émotionnelle et tout ça, comment à quel point on peut s'attacher au personnage. Le Matthew
qui est proposé dans la voix par cette narratrice-là, il est le meilleur Matthew que j'ai jamais vu, que j'ai jamais écouté, que j'ai jamais lu. Ça m'est j'arrive pas à mettre un visage dessus à part de l'adaptation classique qu'on a eu des Anne, que moi je fais partie de la génération des pas Anne Whitney, mais l'autre avec Megan Follows, donc qui n'était pas du tout autant modifié que la version Anne Whitney, même si elle est intéressante. Donc le Matthew de Anne Whitney est beaucoup plus il essaye beaucoup plus de choses, il est beaucoup plus, il sort un peu plus de sa coquille. Le Matthew de l'adaptation avec Megan Follows, il est beaucoup plus fidèle au livre, donc effacé. Dans celui-là, il est effacé, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'elle le fait parler, la narratrice, elle arrive tellement bien à transmettre la timidité puis l'hésitation que Matthew, qui le caractérise, mais en même temps, la grande sensibilité et le grand cœur, finalement, de Matthew. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cette relecture-là. Puis, je pense que je vais me lancer, comme je m'étais dit, dans une lecture la lecture, en fait, de un tome par mois de la série des Anne of Green Gables, en espérant que je me trouve toujours... J'ai regardé, malheureusement, cette narratrice-là n'a pas fait les adaptations, les narrations pour les autres tomes, mais il y a de nombreuses adaptations audio, pas d'adaptations, mais versions audio qui sont disponibles. Donc, je vais essayer d'en trouver une qui me plaît, évidemment, pour la suite des choses. Donc, très bonne découverte. Puis pourquoi j'ai fait une super grande dérive, mais je vous disais juste que quand je vous ai dit que ce serait une bonne façon d'essayer, mais pour ceux qui auraient peur que ce soit trop bébé, ça reste quand même un compromis parce que c'est pas une écriture simplifiée parce que les Simone Montgomery ne faisait pas dans le simplifié, mais c'est une structure répétitive, prévisible, simple. Donc même si c'est un petit peu plus de vocabulaire, peut-être soutenu des fois par moment, avec tout ça, c'est pas quelque chose qui va vous freiner si vous voulez tenter le coup pour la version audio, si vous avez déjà un niveau de base en anglais. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce roman-là. Écoutez, souhaitez-moi bonne chance parce que techniquement, il faut que je me motive à aller courir. La semaine passée, avec mes problèmes de santé, j'ai pas couru du tout, ce qui n'est pas mon genre. J'ai marché, mais j'ai pas couru. Donc là, je vais essayer de me remettre à la course, mais il fait comme 10 dehors, puis il y a de la petite pluie. Donc c'est moins tentant. Mais bon, faut bien s'y remettre quand il faut. Puis vous avez même vu comment il fait cru. Vous avez le foyer avec le bruit. D'ailleurs, j'espère que ça ne vous dérange pas trop en arrière-fond. C'est juste trop humide dans la maison. Il fallait que je parte le foyer. On est en mai. On est comme devenu en novembre. Je sais pas trop. Mais bon, moi, je suis quand même une fan de l'automne et de l'hiver et pas une si grande fan. Je suis une fan du printemps, du vrai printemps, mais absolument pas une fan de l'été. Donc, je chialerai pas. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre en mai de partir le foyer puis d'avoir cette ambiance morne-là. Donc, voilà. Sinon, pour une prochaine lecture, ben écoutez, j'essaie de voir si je me prends pas un autre livre audio parce qu'on est quand même... On est mercredi, j'ai quand même jeudi, vendredi, samedi potentiellement. J'ai vu qu'il y avait un nouveau Jorn Lir Horst écrit en duo avec Marcus quelque chose, donc avec Yann quelque chose Fiel, Yann, je me souviens plus son nom. C'était un cri que nous n'entendons pas, quelque chose comme ça. Et il y a la version audio qui est disponible à ma bibliothèque. Donc, je suis pas sûre, il y a vraiment une grosse alternance de points de vue. Puis ça demeure c'est un roman qui met de l'avant, je pense que c'est un ancien militaire qui a pris sa retraite et qui se consacre dans son espèce de petit, dans sa camionnette, sa vanne, son VR, je sais pas quoi, à se déplacer de ville en ville pour résoudre des cold cases en mode podcast. Donc, c'est vraiment le principe de True Crime. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est quand même écrit en collaboration avec Jorn Lir Horst. Fait que je suis un peu tentée quand même de le prendre parce que c'est vraiment un auteur que j'adore. Donc, je vais le commencer, ça va peut-être me motiver. Je vais le poursuivre. J'ai écouté quelques minutes seulement. Je vais le poursuivre pendant que je vais courir, puis après ça, je vais vous tenir au courant si c'est ma prochaine lecture ou pas, mais j'essaie. Je vais voir si je le poursuis. Alors, à tantôt. Et bonjour vous autres. Alors, on est le samedi 16 mai et c'est le début d'une fin de semaine avec un férié pour moi, donc j'ai congé aujourd'hui. Et regardez ça, il fait bleu! Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, je vous disais que j'allais courir sous la pluie. Je suis allée, mais évidemment, je vous ai pas tourné des images.
Puis, entre-temps, la vie est arrivée, c'est-à-dire le quotidien du travail. Et finalement, je suis en plein dans le fameux secret que personne n'entend, qui est assez intéressant, ma foi. Je trouve que jusqu'à maintenant, c'est une des histoires à quatre mains qui implique Jornir Horst, ou même, je dirais, dans les histoires à quatre mains que j'ai lues récemment, qui est la plus... qui fonctionne le mieux pour moi. J'ai l'impression vraiment que c'est une seule personne qui a fait la rédaction. Et dans le fond, en gros, comme je vous disais, c'est une histoire qui va nous permettre de suivre Marcus, ce fameux Marcus-là, qui est toutes sortes de choses, mais entre autres, qui a déjà été un militaire, qui a déjà essayé d'être policier et qui en ce moment, comme je vous disais, gagne sa vie avec toutes sortes de travail divers. Disons qu'il va travailler, je pense, sur les docks ou quelque chose comme ça, puis le restant du temps, il est dans sa caravane et il reste à l'affût, dans le fond, des crimes non résolus. Voilà. Donc, on va voir lui, qui est un être tourmenté, parce que sinon, ça serait pas drôle. Et au début du livre, on a aussi un parallèle avec une certaine Mathilde, qui est une jeune journaliste et qui habite dans une bourgade. La bourgade où jadis il y a eu la disparition d'une petite fille qui s'appelle Léa. Et une disparition qui n'a jamais été élucidée. En fait, oui, on a accusé le père de l'avoir enlevée. On n'a jamais retrouvé la fille. Et cette Mathilde-là va avoir entendu un épisode de podcast de Marcus, qui justement, à l'époque, avait fait un moment de podcast sur cet événement-là, mais ça s'était arrêté parce qu'il n'y avait pas eu de nouvelles informations. Le coupable s'était fait arrêter et tout. Donc Mathilde, elle, ça va l'intriguer. Donc on va la suivre un peu là-dedans. Et rapidement, on va faire elle et Marcus comme point de vue. Et rapidement, sans vous expliquer trop ce qui va se passer, mais on va finir par n'avoir que Marcus pour la suite des choses. C'est super intéressant. On sent que on est dans le sombre. Marcus a aussi un passé qui traîne avec lui, qui est lié indirectement un peu au crime, et c'est quelque chose auquel il n'a jamais vraiment pu faire face. C'est quelque chose qui traîne depuis longtemps et qui garde dans le silence, mais qui peut-être, on sent, va avoir peut-être un impact pour lui. Bon, est-ce que positif, c'est le bon mot? Je ne sais pas trop, mais ça semble être quelque chose qui va peut-être lui donner un levier pour essayer de résoudre cette affaire-là, dans laquelle il va finir par se replonger par la force des choses. Donc, je vous en dirai pas plus parce que je suis à bout de bras. Il vente, j'imagine que ça va être affreux comme ça. Et que, ça reste quand même un roman policier. Mais j'aime vraiment beaucoup ma lecture. Je suis rendue à plus que la moitié. Puis, je pense que je vais terminer aujourd'hui ou au pire demain matin. Puis, il me restera juste ça à vous mettre comme insert pour le vlog. Donc, vous allez avoir la recension de ce titre-là aussi. Donc, je poursuis ma course et à tout de suite! Bonjour vous autres, alors on est le dimanche 17 mai, matin, avant que je vous poste que je vous mette en ligne en fait le vlog, parce que j'ai pas pu vous prendre hier, parce que j'ai terminé ma lecture hier, mais j'ai encore eu une giga migraine. Donc décidément, il y a la saison des ouragans et il y a la saison des migraines dans mon cas. Puis hier, j'étais même pas capable de parler, puis là, je me concentre pour juste pas sombrer sous les symptômes de migraine. Donc, je me suis dit, sois sage et attends un peu. Alors, voilà, j'ai terminé ma lecture audio du tout nouveau duo de Jornir Horst et Jan-Erik Fjell, qui est Ce cri que personne n'entend. C'est publié, je crois, chez La Martinière en papier. Puis moi, dans le fond, la version audio que j'ai, c'est chez Cascade Audio. Et c'était vraiment excellent. Mais excellent. Je demeure sur mon point de vue que c'est vraiment dans les duos d'auteurs pour les polars nordiques. J'en ai lu pas mal, puis c'est celui que je trouve que les deux plumes doivent être potentiellement complémentaires. J'ai jamais lu du Jan-Erik Fjell parce qu'on a vraiment l'impression que c'est écrit à une seule plume, que ça fonctionne, que ça... On s'éloigne un tout petit peu peut-être du style de Jornir Horst, mais pas tant que ça. Donc pour les gens qui connaissent Jornir Horst, on n'est pas trop déroutés. C'est quelque chose d'assez... finalement, c'est potentiellement une enquête qui est menée par un journaliste, même si techniquement, il a failli être policier, Marcus, et il a été dans l'armée, mais a priori, son approche, c'est une approche journalistique, même si c'est par le biais des podcasts. Donc, au niveau de, je dirais, le type de personnage, à la limite, ça, on a déjà vu ça, journalisme d'enquête, mais ce qui est intéressant, puis je l'ai vu passer dans d'autres recensions aussi,
C'est vrai qu'au niveau de la narration, on va avoir beaucoup du méta un peu. Donc, quand on va commencer avec le point de vue de cette fameuse Mathilde dont je vous parlais, qui écoute le podcast de Marcus et donc nous fait écouter le podcast de Marcus. Donc, on est vraiment comme une histoire dans une histoire. Puis, éventuellement, on va avec le point de vue de Marcus qui enregistre le podcast. Donc, on a des parties où c'est lui, son intériorité. Puis, on a des parties où c'est lui qui parle aux podcasteurs. Donc, des parties aux podcasteurs, aux écouteurs du podcast, aux écouteurs. Voyons, j'ai de la misère le matin. Vous voyez ma phase de matin de toute façon. Écoutez, j'ai pas mal la tête ce matin, donc il va falloir me prendre comme ça. Puis, il va falloir accepter que mon cerveau n'est pas à son summum de vitalité. Donc, que Marcus, en fait, va faire une narration. Il nous signale, mettons, qu'il est en train d'enregistrer pour son podcast, donc pour les futurs auditeurs de son podcast. Donc, ça crée vraiment une super dynamique narrative. Donc, on a vraiment des moments où on est vraiment dans l'intériorité des personnages. Ça, on est habitué. On a des moments où un personnage nous fait écouter un contenu qui se trouve à être le point de vue, finalement, de Marcus, mais par le biais du podcast. Donc, c'est asynchrone. Puis après ça, on a des moments où on suit Marcus en son intériorité. On suit Marcus dans son moment où il crée le podcast et qu'éventuellement, nous, on va peut-être écouter a posteriori, insérer dans la narration. Donc ça, j'ai trouvé ça super original, puis c'est vraiment bien réalisé, c'est bien fait. Après, au niveau de l'intrigue, c'est super bien ficelé, c'est quelque chose qui, jusqu'à la toute fin, nous fait le principe, en fait, je disais c'est un polar nordique, mais ça reste quand même un petit peu un principe de est-ce que c'est un thriller, est-ce que c'est un... On est vraiment dans le polar plus psychologique, donc c'est sûr que tout au long de l'intrigue, le principe de ça, c'est particulièrement de nous faire avancer tranquillement puis de nous faire douter à tous les instants de nos certitudes. Donc, ça fonctionne bien, c'est ce qui va se passer. A priori, je dirais que c'est potentiellement, je ne sais pas si ça va être un seul tome ou il va y avoir une série, mais si c'est une série, il y a une fin semi-ouverte. D'ailleurs, la fin, c'est la seule chose qui a fait que peut-être c'est pas un coup de cœur, genre j'ai mis 4 étoiles et demie sur 5, parce que je suis pas sûre que je l'ai comprise. On dirait que tout s'est bien passé jusqu'à, mettons, là, mais c'était en minutes. Moi, là, c'était peut-être les 5 dernières minutes, donc ça doit être comme la dernière page ou les 2 dernières pages du livre. On a comme bouclé des affaires, mais laissé des choses ouvertes. Il y a des pans de la vie de Marcus qui sont passés, en fait, par le biais de son père, c'est arrivé à son père, qu'on explore à travers ce tome-là, puis qu'on comprend que peut-être que ça pourrait avoir des implications plus grandes, mais qu'on n'a pas tant approfondi finalement, puis qu'on laisse un peu en arrière-plan, puis peut-être que la fin nous fait subodorer que ça va avoir un impact pour la suite. C'est comme pas clair. Fait que c'est peut-être juste parce que c'est un tome 1 que la fin m'a dérangé un peu comme ça. Mais si c'est pas un tome 1 puis c'est un tome unique, la fin m'a un peu dérangé. Si c'est un tome 1 d'une suite, c'est correct. Mais sinon, ça m'a un peu dérangé. Mais sinon, c'est tellement bon. Je ne peux que vous conseiller de lire ça. Si jamais vous avez... D'ailleurs, si vous n'avez pas lu de Polar Nordique, ce serait peut-être une bonne façon de commencer dans le sens où on sent quand même l'espèce de... il y a toujours une certaine lenteur / neutralité dans les polars nordiques. Parce que dans le fond, ils nous décrivent un peu en temps réel qu'est-ce qui se passe. Donc, tu sais, des fois, ça va être juste je mets la capsule dans la machine à café. Donc, ça peut apparaître peut-être lent ou peut-être froid ou peut-être détaché. Mais dans celui-là, je ne sais pas si c'est le mélange des deux plumes. De toute façon, Jornir Horst, il y a ce côté-là aussi il a transformé cette lenteur-là en quelque chose quand même de riche avec plusieurs niveaux de compréhension, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas du tout. Puis on n'a pas l'impression qu'on est mis à l'écart comme lecteur. Puis je trouve que ça se vérifie dans celui-là. Puis là, comme c'est potentiellement tome 1 ou tome unique, peut-être que c'est un tome 1, si jamais vous voulez vous lancer, vous allez quand même découvrir une certaine partie de la saveur de la plume de Jornir Horst. Fait que je pense que si vous n'avez jamais lu Jornir Horst puis que vous avez aimé celui-là, à mon avis, vous ne serez pas trop déçu avec les autres. La seule chose que je dirais, c'est que dans celui-là, il y a un rythme relativement soutenu d'enchaînement des péripéties, qui est plus un rythme de thriller, qui est peut-être moins
là, dans les Yarn les Roches habituels, c'est-à-dire que d'habitude, on a plus une mise en contexte, puis on construit tranquillement nos connaissances de l'intrigue, puis on a une partie qui est un rythme de trailer qui est plus le dernier tiers. Pour les Yarn les Roches tout seul, dans la série des William Wisting, c'est comme le dernier tiers que la tension monte, la tension monte, la tension monte. Dans celui-là, il y a quand même des bons moments où on a comme un moment de tension, donc peut-être que c'est ça un petit peu la nuance, peut-être que le fameux Jan-Erik Fjeld, c'est ce qui a apporté justement cette nuance-là dans le rythme de l'écriture, mais vraiment. Puis bon, c'est traduit en français, évidemment. Là, moi, je comprends pas le norvégien jusqu'à maintenant. Mais ça fonctionne très bien, la traduction. La version audio est correcte. J'étais pas sûre au début. J'avais l'impression que c'était comme un peu... J'étais pas certaine des deux interprètes, mais finalement, ça s'est super bien passé. Puis je pense que c'est intéressant qu'il y ait quand même mis un narrateur masculin, une narratrice féminine, même si la part de féminin et masculin n'est pas égale à l'intérieur de la narration, parce qu'on va suivre quand même juste Marcus, mais on va suivre d'autres personnages féminins aussi, mais particulièrement Marcus. Je pense que ça aide à comprendre, vu que c'est vraiment un principe de méta, comme je vous disais, là, un récit dans un récit avec un point de vue qui fait un autre, on sort de ce point de vue-là pour comme faire une espèce de tremplin un peu avec l'autre point de vue. Fait que je pense que le fait qu'il y ait les deux narrateurs, ça a aussi aidé dans le sens que pour la compréhension à l'audio, mais en papier, je pense pas qu'il y ait de problématique, mais je pense que c'est un bon choix pour le livre audio d'avoir fait le pas de juste pas prendre le même narrateur. Pas parce que le narrateur masculin n'aurait pas été capable de faire toutes les voix, mais juste pour créer pas visuellement, mais auditivement, une différence assez significative pour pas qu'on se perde, pas qu'on soit bien ancré dans les changements de point de vue puis les transitions présent-passé. Puis ça, c'est rare. Souvent, c'est ça un peu la problématique dans les audio. Quand j'écoute, par exemple, des polars scandinaves, il y a toujours double temporalité ou plusieurs temporalités. Puis des fois, on est un peu perdu. Dans celui-là, j'ai trouvé que la facture du livre audio a vraiment aidé à ce qu'on s'y retrouve. Donc, excellente lecture. Alors voilà, c'est sur ces bonnes paroles que je vais clore le vlog avec vous ici. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle semaine que j'espère riche en lecture ou peut-être éventuellement plus douce en termes de santé et plus riche en temps sauvage. Donc, on peut bien rêver. Alors, voilà, n'hésitez pas à me manifester en commentaire, puis nous on se dit à la prochaine!